Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Doigt dans le culte. Et aujourd'hui, ressortez vos vieux CD de J-pop, prenez rendez-vous chez le psy, parce qu'on va parler de Perfect Blue. Alors pourquoi parler du Perfect Blue de Satoshi Kon aujourd'hui? Déjà parce que c'est un film culte en plus dans le milieu de la japanimation, et surtout qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit l'affaire Weinstein, MeToo ou encore le débat de la place de la femme dans la société, on trouvait que ça apportait un éclairage assez intéressant à toutes ces questions, et donc on voulait vous en parler. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Perfect Blue est donc le premier film réalisé par Satoshi Kon, sorti au Japon en 1997 et en France en 1999, et il nous fait suivre l'histoire de Mima, qui est une jeune chanteuse d'un groupe pop appelé Cham, qui, sur ordre de son agent, met un terme à sa carrière pour se lancer dans une carrière d'actrice. Elle arrive sur la série Double Bind, qui est un drama japonais particulièrement violent, alors qu'un fan enragé qui se fait appeler Mimania commence à la harceler. Sauf que la situation dégénère, des personnes commencent à mourir dans son entourage, et au final, Mima se demande si elle n'a pas tout simplement pété les plombs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Satoshi Kon n'est pas du tout réalisateur. Il est dessinateur de manga et plus particulièrement l'assistant de Katsuhiro Otomo, qui est donc le créateur de Akira, le manga et le film, auquel il va beaucoup reprendre son dessin avant de trouver son propre style. Au début des années 90, il décide de se lancer dans le cinéma d'animation et en 1991, il se trouve en charge des décors de Rujin Z, qui est un gros classique de l'animation japonaise qui parlait du vieillissement de la population, qu'il faut absolument voir, il est disponible en Blu-ray, il me semble, en ce moment en France. En 1992, il participe aussi à Patlabor 2, qui est encore de la science-fiction, avec des robots géants. Mais c'est en 1995 que sa carrière connaît un tournant décisif, puisqu'il retrouve alors Katsuhiro Otomo pour l'anthologie Memories, qui est une collection de 3 courts-métrages d'animation sortis au cinéma au Japon et en France en vidéo bien des années plus tard, et particulièrement pour le premier segment, Magnetic Rose, dont il écrira le scénario et qui rassemble vraiment toutes les thématiques qu'il va explorer plus tard, à savoir l'illusion, le fantasme, le rapport à la réalité, à la virtualité. Et là, on a vraiment le début, l'origine de toute son œuvre. Et on pourrait penser que grâce à Magnetic Rose, la carrière de Satoshi Kon était lancée et que ça nous amènerait directement à Perfect Blue, mais pas du tout. Il faut savoir que Satoshi Kon, à peu de choses près, n'a failli jamais réaliser Perfect Blue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Perfect Blue n'est pas seulement un film, c'est avant tout un roman, écrit par Yoshizaku Takeuchi, qui devait être adapté en mini-série live, uniquement à destination du marché de la vidéo. Le problème, c'est qu'en 1995, la ville de Kobe est victime d'un terrible tremblement de terre, qui détruit une bonne partie des studios, et les producteurs, pour ne pas perdre énormément d'argent sur le projet qui était déjà bien avancé, décident de le transformer en OAV. Alors une OAV, c'est quoi? C'est une original animation vidéo, c'est un dessin animé fait uniquement pour le marché de la vidéo. C'est un avantage de ne pas coûter très cher et de rapporter pas mal, et surtout de ne pas subir la même censure qu'à la télévision. Un manque de censure qui sera très profitable à Satoshi Kon, parce que justement il va pouvoir lui aussi se lâcher là-dessus, parce qu'il faut bien comprendre une chose, Perfect Blue n'est absolument pas un film pour les enfants. Alors, en plus de ce changement d'orientation, donc du passage de la série live au dessin animé, il y a un autre problème qui se pose, c'est que Satoshi Kon déteste l'histoire du roman original. Pour lui, il n'y a pas du tout de quoi en faire un bon film. Et il demande aux producteurs de pouvoir trahir un peu le roman. Sauf que les producteurs ne sont pas d'accord, de grosses négociations commencent. Au final, Satoshi Kon a gain de cause. Et il a le droit d'écrire l'histoire qu'il veut en respectant cependant les thématiques principales du roman, à savoir le monde de la pop culture, les idoles, le suspense, le drame et le côté sombre. En partant de là, avec son scénariste, il s'écarte du roman et il plaque toutes ses obsessions pour un budget dérisoire, parce qu'il faut bien comprendre que Perfect Blue n'a coûté que 3 millions de yens à l'époque, ce qui correspond à peu près à 22 200 € d'aujourd'hui, c'est vraiment rien. Et ça explique aussi les limites techniques du film, notamment une animation pas mal rigide à certains moments, des dessins assez grossiers, notamment en arrière-plan, des designs de personnages un peu légers, par manque de temps. Mais tout ça, en fait, participe aussi à la force du film, et d'ailleurs, c'est comme ça que Satoshi Kon arrive à faire un petit miracle, puisque le jour où il montre le film aux producteurs pour le sortir en vidéo, les producteurs sont complètement bluffés et décident de le sortir au cinéma. Et en faisant ça, il lance la carrière de Satoshi Kon. Alors il est assez difficile de trouver les chiffres du box-office, notamment au Japon et même en France. On parle quand même d'un film qui est vieux de 20 ans, et l'économie n'était pas encore la même qu'aujourd'hui. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'aux États-Unis, où il est sorti en salle également, il a rapporté 112 000 $ de recettes,
ce qui peut paraître extrêmement faible, mais si on le remet en comparaison de ses 22 000 € de budget, c'est quand même plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il a été encensé par la critique, qu'il a fait le tour du monde dans quasiment tous les festivals qui existaient, qui étaient en rapport avec l'animation, et surtout il s'est fait une base de fans très rapide, très solide. En France, il est sorti au cinéma à une époque assez bénie, puisqu'au même moment, on avait droit à Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki, en même temps que Jinro, la Brigade des Loups, qui est un excellent film malheureusement trop peu connu. Alors si à l'époque une partie de la presse encense autant Perfect Blue, c'est simplement parce qu'ils lui reconnaissent des qualités cinématographiques qu'ils n'avaient jamais vues jusque-là dans un film d'animation japonais, et ça les changeait énormément de tout ce qu'on pouvait trouver au Club Dorothée par exemple. Tu ne me prends pas au sérieux, tu as tort, je t'assure. C'est un film qui est violent, qui est adulte, qui est sombre, qui est en plus très bien découpé et qui puise son inspiration dans un cinéma très classique, comme Alfred Hitchcock évidemment, hein. D'ailleurs, il y a une scène de Perfect Blue qui cite en forme d'hommage la scène de la douche de Psychose, mais on y trouve aussi du Brian De Palma, citons par exemple Obsession, qui est aussi sous influence d'Hitchcock et qu'on retrouve pas mal dans Perfect Blue, mais d'autres réalisateurs également comme Michelangelo Antonioni et particulièrement son Blow Up. Alors même si là on n'est pas vraiment dans de la vraie citation littérale, mais plus dans de la citation thématique puisqu'il y a à peu près le même travail sur l'illusion, sur la déformation de la réalité et le mensonge que l'on se fait par rapport à la vérité d'une image. Mais ce qui en fait vraiment une œuvre culte, et encore plus aujourd'hui d'ailleurs, c'est cette capacité qu'a le film à dépeindre son époque et principalement la société japonaise. Perfect Blue nous montre en effet l'envers du décor du divertissement japonais, principalement du monde de la chanson, puisque les chanteuses pop, qu'on appelle les idols, sont généralement considérées comme des produits jetables et assez jeunes la plupart du temps. Comme Mima, elles montent à Tokyo avec des rêves de gloire, et comme le personnage de Mima, elles finissent par être complètement broyées. Mais il y a encore un autre souci, qui est encore plus grave, c'est la question de la représentation de la sexualité de ces artistes. Il faut savoir qu'au Japon, la majorité sexuelle est à 13 ans, qu'on a affaire à des artistes très jeunes, dont certaines sont encore des petites filles, mais que malgré ça, elles doivent répondre à un certain nombre de clichés sexuels en vogue et populaires pour pouvoir vendre leurs disques. Si on rajoute à ça toutes les énormes pressions qu'elles subissent au quotidien, franchement, on ne s'étonne pas de voir de plus en plus de stars craquer, hein. Perfect Blue questionne aussi notre rapport à la célébrité en tant que fan, par rapport aux artistes ou à une œuvre, dans la projection des désirs que l'on met dedans, dans la frustration que l'on ressent, dans les fantasmes, qui au final fait qu'on déshumanise et qu'on exploite autant que les managers, justement les artistes. Et pour nous faire comprendre tout ça, Satoshi Kon utilise un moyen absolument génial dans Perfect Blue, c'est qu'il nous perd volontairement entre deux Mima. La Mima star de la chanson, avec sa vie éclatante, et la Mima réelle, qui a une vie épuisante. Et au final, on se retrouve avec la vraie question du film, est-ce que tout ça, ça en vaut vraiment la peine? Donc comme on l'a dit, Perfect Blue a lancé la carrière au cinéma de Satoshi Kon, et il ne va pas perdre de temps, puisqu'en 2001, il revient avec Millennium Actress, qui est encore un autre chef-d'œuvre, qui nous parle d'une actrice dont on suit la vie en fonction des films qu'elle a réalisés, qu'elle a interprétés dans sa carrière. C'est vraiment génial. Il revient en 2003 avec Tokyo Godfathers, où là il fait une petite pause dans ses thématiques, puisque ça nous raconte quand même trois clodos à Tokyo qui trouvent un bébé aux alentours de Noël et qui décident de le ramener à sa famille. Là, ça lui permet de rendre hommage évidemment à Frank Capra, mais aussi au Fils du désert, un film de John Ford qu'il a beaucoup aimé et qui reprend quasiment la même trame. Il revient en 2004 avec Paranoia Agent, une série absolument fantastique qui est l'aboutissement de toute sa recherche et de toutes ses thématiques entamées avec Perfect Blue. On retrouve vraiment toutes ses obsessions poussées jusqu'à leur limite. Il termine sa carrière en 2006 avec l'extraordinaire Paprika, que tout le monde je pense connaît maintenant. Un film où encore on retrouve le mélange entre réalité, virtualité, illusion, fiction, vérité, que Christopher Nolan a dû beaucoup aimer, puisqu'il a quand même pas mal pompé le film dans Inception. Malheureusement, alors qu'il est au plus haut de sa carrière et qu'il travaille sur son film suivant, qui devait être un mélange entre prise de vue réelle et animation pour un public plus jeune que d'habitude, Satoshi Kon contracte le cancer et il décède en 2010. Alors on l'a vu, Perfect Blue est devenu un film culte ces 20 dernières années, il a des fans à travers le monde, mais il y a une personne en particulier qui a été complètement traumatisée par le film, c'est le réalisateur Darren Aronofsky. Quand il voit le film à la fin des années 90, il pète les plombs, il achète les droits, il veut en faire un remake américain en prise de vue réelle, et malheureusement, il n'arrive pas à le monter. Il l'a tellement mauvaise qu'il ne va pas pouvoir s'empêcher de le citer, puisque quand on regarde son film Requiem for a Dream, sorti au début des années 2000, il y a quand même pas mal de petits indices qui montrent que Perfect Blue est pas très loin. On pense évidemment à la scène de Jennifer Connelly dans sa baignoire, qui est un remake plan par plan de la même scène dans le film Perfect Blue, mais aussi de la robe rouge que porte Ellen Burstyn dans le film, qui est un clin d'œil évident à l'œuvre de Satoshi Kon.
Mais c'est pas encore terminé, parce que Darren Aronofsky s'est vraiment pas remis de Perfect Blue. Et donc en 2010, il fait Black Swan avec Natalie Portman et Mila Kunis, et quand on regarde, c'est un remake caché. La seule différence, c'est qu'il a décidé non pas de placer son histoire dans le divertissement musical, mais dans la danse classique et dans les ballets. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur Perfect Blue aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo sur Facebook, les réseaux sociaux, à en parler à vos amis. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro du Doigt dans le Culte. Et si Perfect Blue vous intéresse et que vous voulez entrer plus dans les détails, normalement on devrait avoir un article sur le site écranlarge.com qui entre plus en profondeur dans le film. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien, et puis les gros bisous.